La machine à laver, écrit et compté par Vadam. Vous pouvez liker la vidéo pour me soutenir. Journal retrouvé au domicile de Nathan Washington, posé sur la commode du couloir. Je crois que je dois mettre par écrit tout ce qui est arrivé dans la maison de ma grand-mère. Je ne sais pas pourquoi j'écris ce récit, car je ne crois pas que quelqu'un le lise. Mais les événements paranormaux dont je suis victime, je devrais dire l'auteur, valent la peine d'être décrits, peu importe qu'on en ait vent ou pas. Sur son testament, ma grand-mère a mis un mot étrange. Je n'ai pas pu me débarrasser de la machine à laver du sous-sol. Elle est robuste comme un roc. Cela fait plus de 40 ans qu'elle fonctionne sans une seule panne. Elle te servira. Mais surtout, n'utilise pas le programme Grand Lavage. Quand j'ai lu ça, j'ai d'abord pensé à la démence sénile dont elle avait souffert avant de mourir. Ça m'a aussi rappelé un conte de fées dont j'ai oublié le nom, mais où il était défendu à une femme d'ouvrir l'une des portes du château. Peut-être Barbe-Bleue. Mais je me suis surtout demandé ce qu'elle entendait par « je n'ai pas pu m'en débarrasser », sans parler de ce programme Grand Lavage. J'avais l'intention de m'installer chez elle, car mon petit appart en plein centre-ville, bien que le quartier hipster regorge de ces coffee shops dont je raffole, ne me convenait plus. J'avais envie d'être proche de la forêt. Ma curiosité pour cette machine avait fini par me convaincre de déménager. Ma copine a fait la tête parce qu'elle avait espéré qu'on emménage ensemble. Mais il faut que vous sachiez que je suis atteint de perfectionnisme dysfonctionnel. Et cela est un élément central de mon histoire. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait quelques recherches sur cette maladie, et voici ce qu'il faut retenir. Le perfectionnisme peut être causé par une éducation exigeante, où la valeur personnelle est conditionnée à la performance. Le perfectionnisme peut être dû à une peur du rejet et du jugement, ce qui pousse à éviter l'échec. C'est peut être dû à une faible estime de soi, qui requiert une validation extérieure, ou encore une tendance naturelle à l'anxiété et au besoin de contrôle. La comparaison aux autres et la pression culturelle de la réussite renforcent cette quête incessante de perfection. Bon, je crois que tout cela est vrai dans mon cas. Mais je dirais que je suis d'une nature anxieuse et que le besoin de contrôler est chez moi extrême, maladif, dysfonctionnel. Ma copine doit beaucoup m'aimer pour rester avec moi, si vous voulez mon avis. Je crois que je suis attachant, certes, mais elle a été la première victime. Je suis là, en haut des marches de bois poussiéreuses qui mènent au sous-sol. Je pose un pied timide et hésitant sur la première marche. Elle craque. Par la minuscule fenêtre teintée, un rayon de soleil vient éclairer les marches suivantes. La poussière qui danse dans la lumière m'a toujours apaisé. Étrange, car je suis plutôt un obsédé du ménage. Un perfectionniste dans tous les compartiments de ma vie. Mais là, dans ce sous-sol, il y a une atmosphère d'apaisement. Je descends les marches et ressens la fraîcheur, un peu d'humidité, mais je ne pense pas à cela. La machine à laver est là, dans le coin droit, sous la fenêtre. Elle accapare tout de suite mon attention. Je crois que si je n'avais pas lu la mention dans le testament, elle m'aurait tout autant fasciné. Je m'approche pour voir le nom de la marque. Pas de nom, juste un petit gars à moitié effacé qui sourit niaisement et il semble voler sur un arc-en-ciel. Son regard est celui d'un fou. À part ça, la machine à laver semble tout à fait ordinaire. Encore qu'elle a un aspect robuste, ça oui. Je ne sais pas pourquoi, j'essaye de la déplacer. Impossible. Son poids est immense. Je me dis que c'est pour ça que ma grand-mère n'a pas pu s'en défaire. Et maintenant que j'écris ces lignes, je me souviens qu'elle a fait venir des gars, mais que l'un d'eux s'est cassé la jambe en essayant de l'emporter. Et depuis, ma grand-mère avait renoncé. Oh, ça me rappelle la Vénus d'Île, ou d'Ille, de Prosper Mérimée. Pendant ce récit, il est possible que je fasse des références culturelles de la sorte. Pas pour pavaner, mais peut-être pour me dire que je ne suis pas fou, que le surnaturel existe bien, au moins dans la fiction, et que la science
n'a pas toujours une explication. Je regarde les programmes de lavage. Rapide, long, température, vitesse d'essorage. Il y a un bouton avec écrit GL au-dessus. Ça doit être celui-là. J'hésite à le lancer. Oh, ça me démange. Je dois savoir. Un perfectionniste doit savoir, car il est épris de contrôle. Je ne pourrais pas dire de quelle année est cette machine. Elle semble vintage, mais aussi très moderne. 40 années de service, a dit ma grand-mère. J'ai du mal à le croire. Je me demande comment elle l'a eu. Ah, c'est des contes pour enfants, que je me dis pour moi-même. Bon, lance le programme et tu verras bien. Tu verras bien que rien ne se passe. À ce moment, je ne me rappelle pas avoir pensé à ma copine. Mais maintenant que j'écris, notre relation me préoccupait grandement, c'est vrai. Je crois que j'ai fait le vœu, plus ou moins conscient, de sortir de cette amourette. Du moins, je croyais que je n'avais pas autant de sentiments pour elle qu'elle en avait pour moi. Je secoue la tête et presse le bouton GL. J'entends un claquement. C'est le hublot qui s'est verrouillé. Le tambour tourne. Pas d'arrivée d'eau. Du moins, j'en entends pas. Je regarde derrière la machine et là, j'écarquille les yeux. Surprise, la prise n'est pas branchée. Pas de courant. C'est impossible qu'elle se mette en route. Pourtant, la machine émet un vrombissement et une lumière bleue jaillit du hublot. Moi, je recule, je ne vois plus le tambour. La lumière émet des particules fines et ces particules se joignent à la poussière en suspension. Quand je dis particules fines, particules visibles, petites particules mais visibles. Je recule jusqu'à toucher le mur de briques derrière moi. Je sens une force immense me plaquer. Je tourne la tête, vois les étagères et les bocaux de confiture, ainsi que des boîtes de conserve. Je veux tourner la tête à nouveau, mais ça me demande un effort surhumain. Je renonce, et je ne vois la machine que du coin de l'œil. Je veux crier à l'aide, mais je n'arrive pas à crier. Même si j'avais crié, pas sûr qu'on m'entende. Mon voisin le plus proche est en face de la rue, certes, mais c'est un vieux. Pas sûr qu'il m'entende. Et pas grand monde passe dans cette rue. Je ne me rappelle pas grand-chose de ce moment. Je me suis réveillé au pied du mur, les jambes étendues, la tête appuyée contre mon torse. Un filet de bave coulait du coin de mes lèvres. J'avais les paumes des mains tournées vers le plafond. À ce moment-là, j'ai le dos contre le mur froid. Je sursaute, me recroqueville. Je sens le froid dans mes os. Je tousse, une fois, 2 fois, puis je parviens à contenir la toux. J'ai la gorge sèche. Je crois que j'ai attrapé un rhume. La machine est ouverte, mais éteinte. Il y a encore des particules bleues en suspension dans l'air. Le programme grand lavage est terminé. C'était peut-être pour ça que ma grand-mère me mettait en garde. Le programme est sans doute toxique, suffisamment pour s'évanouir. Faut que je voie un médecin, que je me dis, au cas où. Je ressors, j'ai la tête qui tourne, mais tout semble normal. J'atteins le couloir et referme la porte derrière moi. J'ai l'impression que l'air est plus dense. Chaque pas est une petite souffrance. Mais je m'y fais, et après avoir bu 4 verres d'eau, je me sens déjà mieux. Oui, ça va, tout est normal. L'air est moins lourd. Sans doute un effet du programme de lavage. Ce que je ne m'explique toujours pas à l'heure où j'écris, c'est comment la machine fonctionne sans électricité, sans arrivée d'eau. Par contre, j'ai découvert assez vite à quoi elle sert. Je suis dans ma cuisine assis sur une chaise. La cuisine est carrelée. Des petits motifs de fleurs ornent la commode en bois repeinte en vert. Je vais faire du café. Par la fenêtre, je ne vois que le lampadaire au dos courbé. Il fait nuit. On ne voit pas les étoiles ce soir. Étrange. Je mets la cafetière italienne sur le gaz, j'attends. Je suis perplexe. Mon perfectionnisme me rend la vie dure. Mais en cet instant, je me sens plutôt bien. J'ai l'impression qu'on m'a ôté un poids. Je prends mon smartphone. Pas de signal.
Bizarre, puisque j'en avais en arrivant. Peut-être la machine. Je me sers du café. J'ai arrêté de prendre du lait de vache parce que j'aime pas emmerder ces pauvres bêtes. Quant au sucre, j'ai vu dans un docu que c'était pire que toutes les autres drogues. Alors, je bois ma tasse en silence, du café noir. Le voisin sort ses poubelles. Il me voit, mais ne lève pas la main pour me saluer. Il revient au petit trou chez lui, comme s'il ne voulait pas que je le voie. Je me suis pas dit que c'était moi le problème. Sur le moment, je me suis dit qu'il avait peut-être quelque chose à cacher. Un accès de paranoïa me prend. Je repose ma tasse et vais dehors. Je regarde sur ma gauche, personne dans la rue qui descend vers la ville. Sur ma droite, la rue est déserte. Elle se termine par un chemin de terre qui s'enfonce dans les bois. Je regarde chez le voisin, personne aux fenêtres. Alors je traverse la rue et j'ouvre la benne à ordures. Je prends le gros sac plastique, le pose au sol. Je l'ouvre pour inspecter, mais je ne trouve rien d'anormal. Des emballages plastiques, des serviettes hygiéniques qui me répugnent. Je referme et me demande ce que j'espérais y trouver. Je remets la poubelle en place. Mon voisin ne recycle pas, faudra que je lui en touche un mot. Je regarde mon smartphone, toujours pas de signal. Je le redémarre, puis je marche dans la rue en direction de la ville. Un petit vent frais me fait frissonner. La sensation de rhume, à cause du mur de briques frais, s'est dissipée. Je me sens bien. La nuit fait du bien, car les chaleurs en journée deviennent franchement désagréables. Ce n'est qu'après 10 minutes de marche, en plein cœur du quartier résidentiel, que je capte du réseau. J'ouvre mon app de messagerie, et la surprise, je ne trouve pas Isa. Isa, c'est ma copine. J'avais besoin de lui parler de ce qui venait de se passer. Et puis, c'était samedi soir, alors j'espérais qu'on sortirait et qu'on discuterait. Quand j'ai une bière dans la main, je suis beaucoup plus enclin au dialogue. Je lui dirais que j'aimerais qu'on fasse l'amour plus souvent, ce genre de truc, et elle me reprocherait mon manque d'empathie, mon nombrilisme même, et bizarrement, elle ne mettrait pas mon perfectionnisme sur le devant de la scène. Mais je fais défiler mes conversations sur mon portable, et impossible de trouver Isa. Ce qui aurait dû être simple, puisque c'est à elle que je parle le plus souvent. Avec mon pote César. Mais j'ai beau chercher dans les archives, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Je relève la tête. Un voisin sort son chien et me salue d'un hochement de tête. Je fais de même, puis je reste au milieu de la rue. Une voiture arrive, klaxonne gentiment pour me réveiller. Alors je vais sur le trottoir et me décide à appeler César. Faut que je parle à quelqu'un. Il décroche du premier coup. César, ça va? Et tu fais un truc ce soir? Non, je pensais voir le Classico Sevillano, ça joue au Betis. Pourquoi, quelque chose ne va pas? J'ai besoin qu'on parle. Rien de grave, mais... Ouais, ok, pas de souci. J'enregistrerai le match. On se retrouve comme d'habitude au bar La Violetta? Non, chez Isa. Ma copine est serveuse, elle a son propre bar. Où ça? Chez Isa, ma copine. Hello, McFly, on se réveille? Je connais pas, frérot, mais envoie-moi l'adresse. Et puis, aux dernières nouvelles, t'as pas de copine. Je me rappelle parfaitement de notre conversation, tant elle était lunaire. Comment ça, il ne connaît pas le bar d'Isa? Comment ça, j'ai pas de copine? C'est Poisson d'avril aujourd'hui? Je ne me rappelle pas de ce qu'il m'a dit ensuite, mais je lui dis à tout à l'heure, puis lui envoie l'adresse du bar. Quand je cherche l'adresse sur Internet, je deviens blanc. Le bar d'Isa s'appelle le Chaudron Hurleur. Mais là, sur Internet, il est fait mention que le bar s'appelle l'Évaporation. Je tape l'adresse postale pour vérifier, mais le moteur de recherche me dit bien que le bar s'appelle l'Évaporation. J'envoie l'adresse à César et me dirige à pied vers l'endroit. Ce n'est qu'à 20 minutes de marche. Quand j'arrive sur place, je constate que la devanture a changé. Là où j'aurais dû trouver un bar à tapas, se dresse un pub irlandais. Je reste de marbre devant le bar. Par la vitre, je vois le comptoir. Et derrière, 2 femmes qui servent.
mais je ne les reconnais pas. Je cherche Isa Durgar. Normalement, elle est de service. Mais je ne la vois nulle part. Alors mon cœur s'emballe. Je suis obligé de m'asseoir sur le trottoir. Un gars assez ivre mais gentil vient me demander si ça va. Je lui dis que j'ai perdu ma grand-mère et que je suis un peu triste, ce qui est vrai en un sens. Soudain, je repense à une affaire dont j'ai eu vent il y a quelques années. Un certain Devrero, je crois. Un type qui a vécu des phénomènes paranormaux après avoir hérité d'un parking. Je me dis que je suis peut-être moi aussi victime de mon héritage. Bien entendu, je pense à la machine à laver. Qu'est-ce que c'est que ce programme grand lavage? Une idée terrible me vient, et je manque de perdre connaissance. Et si la machine faisait le ménage dans notre vie? Et si elle faisait disparaître les indésirables? Oh mon Dieu, que je me dis. Isa, j'ai fait disparaître Isa. César arrive peu après. Il me voit dans un piteux état. Je me laisse soulever par lui, il m'emmène à l'intérieur. Il est inquiet. Il prend une table pour deux dans le fond. Il n'y a pas encore trop de monde, mais ça hurle à l'intérieur. Ah, les gens parlent si fort. L'une des serveuses me demande ce que je veux. Je ne sais pas quoi lui répondre. Alors César commande 2 pintes d'Alhambra. Hé, frérot, tu m'inquiètes là. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je sais pas, que je dis. J'ai une question à te poser. Vas-y, je t'écoute. Isa, ma copine, tu la connais, n'est-ce pas? Qui ça? Isa. Non, t'as pas de copine. T'en as jamais voulu. T'es trop perfectionniste pour ça. Et quoi, tu regrettes maintenant, c'est ça? Là, je ne réponds rien et m'enferme dans le mutisme. Je regarde les gens s'amuser, sourire, rire, parler fort. Je pose sur eux un regard de défiance. Je commence à être paranoïaque. Je crois que je suis entré dans un univers parallèle. César me secoue, m'implore de lui dire ce qu'il se passe. Je laisse la serveuse déposer les pintes, elle m'adresse un superbe sourire. Je baisse la tête et dis à mon pote: je crois que j'ai fait une connerie, César. Une grosse connerie. Après quoi, je lui raconte avec force détail ce que j'ai fait. Il dit rien. Son visage est sévère. Et quand j'arrête de parler, il se redresse, boit presque toute sa bière d'une traite et dit: Écoute, je sais pas si tu t'es inventé une relation, mais tu m'as l'air bien perturbé là. T'es bizarre et franchement ça fait flipper, je te le cache pas. Tu devrais peut-être en parler à un pro. Non, que je lui dis. Ah, pas question. Allez, viens chez moi. Je te montre la machine. Tu verras que je suis pas fou. Il me regarde intensément. Et il voit que je ne suis on ne peut plus sérieux. Je ne touche pas à la bière et on va chez moi avec son scooter. Quand on se retrouve dans mon sous-sol, je le sens super nerveux. Il ne dit rien, mais je sais qu'il n'aime pas ça du tout. Je lui montre que la machine n'est pas raccordée. Puis je lance le programme grand lavage. Tu vas voir. Tu verras, tu vas voir. Reste, que je lui dis. Ah, je sais pas ce qu'on fout là, mais je commence à flipper. Je crois que t'as besoin d'aide, frérot. Désolé de te dire ça comme ça, mais si tu veux, j'en parle à ton père. Il s'éloigne et commence à monter les marches de l'escalier. J'ai envie de le retenir, mais je le laisse sortir. Le vrombissement a commencé, mais hors de question qu'il en parle à mon père. Mon père est juste un spermatozoïde qui s'est égaré. Il sert à que dalle. En fait, hors de question qu'il en parle tout court. Je le vois passer à travers la petite vitre teintée. Je vois juste ses pieds. Puis la lumière bleue envahit tout le sous-sol. La lumière est presque aveuglante,
Mais cette fois, je ne suis pas plaqué contre le mur. Je crois que moins je lui résiste, mieux ça se passe. Je ne recule pas contre le mur. Je reste donc là, à 2 mètres d'elle. Je sens qu'elle veut mon bien, quelque part, même si je ne comprends pas encore l'ampleur des conséquences. Je suis un peu dans les vapes, mais je ne perds pas connaissance. Pas cette fois. J'ai l'impression qu'un vortex s'ouvre. J'assiste au programme, qui ne dure que quelques minutes. Le vrombissement va décrescendo, puis la lumière se résorbe. Elle disparaît en un point minuscule au centre du tambour. Pac! Le hublot s'ouvre tout seul. Il grince un peu comme une vieille porte sur ses gonds. Ça me fait tressaillir. Je regarde mon smartphone, plus de signal, comme la première fois. Je remonte l'escalier, je vais à la cuisine et jette un œil à la fenêtre. Le scooter de César n'est pas là. Je ne l'ai pas entendu partir. Je déglutis, puis je fais un café. Ça devient une routine. Je sens que la machine et moi, on va faire le ménage. Sur le moment, je ne me dis pas que je suis en train d'ôter des vies, que je suis un assassin. Non, je crois que j'entre simplement dans un univers parallèle, un univers plus parfait, débarrassé du superflu. À la hauteur de mes exigences, une idée me vient. La machine peut sans doute fonctionner avec les objets, les situations, les événements. Je me vois déjà rendre le monde meilleur, sans même avoir à faire un coup d'État ou à fédérer une armée. Mais soudain, une autre pensée me fait frémir. Le grand lavage. Qu'est-ce qu'il a nettoyé cette fois? Merde, j'ai pensé à quoi quand j'ai lancé le programme? Car je suis sûr d'une chose à ce stade. Le grand lavage accomplit les désirs enfouis. D'abord Isa et notre relation insipide, du moins pour moi. Et là, je viens de réaliser. César, mon ami, je n'avais pas envie qu'il en parle à qui que ce soit, à mon père en particulier. Non, l'existence de la machine doit rester secrète. Je sors avec ma tasse dans une main, le portable dans l'autre. Je marche dans la nuit pour avoir un signal, mais je renonce. Dans mon répertoire, pas de César. Je relève la tête. Une excitation nouvelle me prend. Oh, j'aurais dû ressentir de l'angoisse, de la tristesse, me haïr. Mais au lieu de ça, je me dis que César n'était peut-être pas mon ami finalement. N'avez-vous jamais rêvé de faire un reset? Pouf, envolé, l'ami Boulet. Mais j'ai besoin de vérifier, en bon perfectionniste. Alors, je marche jusqu'à la ville. César vit à l'autre bout. Ça va me prendre 2 heures, mais je m'en fous. Parfois, je sens mon cœur faire des siennes. Il essaye de me dire quelque chose, mais reste muet. Je crois que la machine me fait du bien, psychiquement. Quand j'arrive dans sa rue, enfin, je ne reconnais pas l'immeuble. Du moins pas la couleur. Je vais à l'interphone, je presse le bouton. 3e étage, première porte. Une vieille dame me répond. « Qui c'est ?»« Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. Est-ce que César est là ?»« César ? Il n'y a pas de César ici. Vous faites erreur. »« Vous en êtes sûre, madame ?»« Sûre et certaine. Ça fait 30 ans que je vis ici. »« D'accord. Bon, désolé de vous avoir dérangé. Ah, une dernière chose, madame. Est-ce qu'il y a un César dans cet immeuble ? » ?»« Non. Et je peux vous l'assurer, car je suis au syndic de copro. Je connais tout le monde. Je peux aussi vous dire qu'il n'y a pas de César dans cette rue. »« C'est parfait, madame. Je veux dire, merci. Bonne nuit. » Je m'éloigne, le sourire aux lèvres. Ça a marché, encore une fois. La vieille dame ouvre sa baie vitrée et vient sur le balcon. Je lève la main pour la saluer, mais elle ne me renvoie pas la politesse. Si elle veut la jouer comme ça, alors faudra peut-être lancer le grand lavage pour elle aussi. J'ai un poids sur le cœur. Je peux le sentir, même si c'est à peine conscient. Quand je vois le voisin dans son jardin, je décide de lui parler. « Hé, bonjour! Attendez, monsieur !» Il fait semblant de ne pas m'entendre, s'apprête à rentrer chez lui, mais s'arrête en chemin quand je dis
Pourquoi vous fuyez? Il se retourne lentement, baisse un peu la tête comme en guise de soumission. C'est un petit vieux. Les petits vieux ont parfois peur de tout. C'est assez énervant du reste. On est en droit d'attendre qu'un vieux n'ait plus peur de rien. Mais bon, c'est comme ça. C'est moi qui vous effraie? Vous n'avez rien à craindre? Il ose me regarder, et je lis dans ses yeux une grande inquiétude. Je connaissais votre grand-mère, dit-il alors. Je vois la lumière bleue qui sort de votre sous-sol. Vous ne devriez pas l'utiliser. Je fronce les sourcils, puis émets un petit ricanement. Ça vous dérange? Non, pas du tout. Je veux simplement vous dire de faire attention. Que savez-vous au juste de cette machine? Pas grand-chose. Votre grand-mère m'a simplement dit un jour que sa machine faisait un bruit bizarre. Et cette lumière qu'elle émet, c'est vraiment pas normal pour le coup. À part cela, que savez-vous? Il hésite à me répondre, alors je m'approche et lui redemande d'un ton plus sec. J'étais menaçant. Maintenant je m'en rends compte. C'est une vieille histoire, dit-il. Votre grand-père a disparu du jour au lendemain. J'avais rendez-vous au terrain de boules avec lui quand ça s'est passé. Et quelques jours plus tôt, il m'avait parlé d'une dispute avec sa femme. Une question d'argent. Et je ne veux pas dire du mal de votre grand-mère, paix à son âme, mais c'était une vraie pince. Je le regarde droit dans les yeux. Oh, ça ne me fait rien qu'il dise ça. Ma grand-mère avait effectivement du mal à mettre la main au portefeuille. Je me rappelle d'une fois où elle me paya un taxi pour rentrer, avant de me demander de la rembourser. Incroyable. Votre grand-mère n'a plus été la même après la disparition de son mari. Oh, elle s'en est voulu beaucoup. Elle m'a avoué être responsable. Mais la police n'a jamais ouvert une enquête, car, selon elle, votre grand-père n'avait jamais existé. Et qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Vous croyez à la magie? Que les gens peuvent disparaître comme ça? Je ne sais pas, monsieur. Mais j'ai toujours eu un peu peur de votre grand-mère. Et, si je puis me permettre, vous me faites peur aussi. Vous ne devriez pas me craindre. Je ne vous veux aucun mal. J'ai effectivement un électroménager qui émet une lumière étrange et qui fait un bruit bizarre. Mais si ça vous empêche pas de dormir le soir, ou si ça ne vous gêne pas en général, alors nous nous entendrons bien. Quant à mes histoires de famille, ça me regarde. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Voilà à peu de choses près notre échange. Après quoi, je rentre chez moi, je suis contrarié. Alors, 30 minutes plus tard, je décide d'aller en ville voir une expo, pour me changer les idées. Dans 2 jours, je dois reprendre le travail, une agence de com. Je suis responsable de l'inbound marketing. Ça paie correctement, mais si vous voulez mon avis, ça vaut pas les métiers manuels. Quand je reviens la nuit venue, la police est là. La porte de mon nouveau chez moi est ouverte. La serrure a été forcée. Pris de panique, j'accours. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Washington? Oui, c'est moi. Il y a eu un cambriolage. C'est votre voisin qui a appelé. Laissez-moi passer. Je pousse un peu le policier, ce qui est assez grossier, je dois le dire, mais l'homme ne m'en a pas voulu. Il a mis ça sur le coup de l'émotion. Je ne fais pas attention aux bijoux et aux fourrures qu'ils ont volées. Je vais directement au sous-sol voir si ma machine va bien. Bien entendu qu'elle va bien. Qu'est-ce qu'ils vont aller voler la machine à laver, quand il y a de l'or et des objets de valeur à prendre? Et puis, ils n'auraient pas pu l'emporter, trop lourde, trop encombrante. Sans valeur, a priori. Elle leur aurait cassé une jambe, sans doute. Je vais voir l'agent et lui dis. « Vous les avez attrapés? » « Non, monsieur, mais nous avons une piste. » « Dites-moi plus. » « Eh bien, nous pensons que ce sont les frères Higgs. C'est leur façon de procéder. Nous allons tenter de les arrêter. » « Merci, monsieur l'agent. Je suis sûr qu'ils auront ce qu'ils méritent. » Il me regarde avec un air étrange, comme si ce que je venais de dire était saugrenu. C'est vrai que ma réaction n'était pas naturelle. Je ne paraissais pas affecté, car je ne l'étais pas du tout. Ce soir, je lance un autre grand lavage, que je me dis.
histoire d'envoyer des X dans les ténèbres ou je ne sais où. Je m'apprête effectivement à lancer un nouveau grand lavage cette nuit-là. Mais je commence à penser à Isa et même à César. Je réalise qu'il me manque. Et j'ai peur que ce sentiment soit tenace. Je vois mon voisin sortir les poubelles par la fenêtre. Je sors précipitamment et l'interpelle. « Hé, qu'est-ce que vous leur avez dit ?»« Bonsoir. Je les ai appelés car on vous cambriolait. » »« Me prenez pas pour un bleu. Vous leur avez parlé de la machine. Vous vouliez qu'ils enquêtent, c'est ça, hein ?»« Pas du tout, monsieur, je vous le jure. » »« Vous êtes bizarre, vous savez. » »« Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Je suis inoffensif, je garderai votre secret. » »« Je ne peux pas vous faire confiance. Non, c'est trop risqué. » Je m'éloigne, traverse la rue. Il me supplie, puis rentre chez lui au pas de course. Oh, je vais lancer un grand lavage et faire d'une pierre deux coups ce soir. Ils commencent à m'emmerder, tous autant qu'ils sont. De toute manière, il y a beaucoup trop d'humains sur cette planète. On étouffe ici-bas. Je lance la machine, puis je m'endors paisiblement. Le jour de la reprise, je me réveille en retard. Je suis dans le brouillard. J'ai dormi un peu trop. J'enfile ma chemise, bois un café sur le pouce et sors par le garage au volant de ma Toyota Yaris. Je n'aime pas conduire, donc dès que je peux, je marche. Je passe devant chez le voisin, freine et pile. La maison est à l'abandon. Des planches de bois condamnent les fenêtres. Les mauvaises herbes ont fait du jardin un terrain vague. C'est pas personnel, que je dis à haute voix. Fallait qu'il en soit ainsi. Je redémarre et m'en vais au bureau avec la sensation de jouer à être Dieu. Mais quel genre de Dieu? Ce qui me répugne pas le moins du monde. Par contre, je repense à Isa, à son regard pétillant. Elle a trop d'empathie. Du moins, elle en avait trop. Du coup, elle trouvait la vie injuste, parce que la plupart des gens qu'elle croisait n'avaient pas 10% de son empathie, à commencer par son petit copain. Bref, cette fois, je me sens con. Je me dis que j'ai fait une bêtise, ça oui. J'ai l'impression d'avoir l'âme scindée en deux, des sentiments contradictoires. Le problème, c'est que la machine peut bien faire le ménage, mais elle ne peut rien restaurer comme à l'origine. Je suppose que je ne reverrai jamais Isa. Idem pour César. Je crois que leurs défauts me manquent. Je crois que je commence à voir dans mon perfectionnisme la marque de l'imperfection la plus totale, une imperfection dérangeante, une dictature d'aseptisation, un monde terne. Mais je sais aussi que la machine a un pouvoir d'attraction. Elle est comme la cigarette ou le vin. Tôt ou tard, vous cédez. Quand j'arrive au bureau, mon boss me dit ça, mot pour mot. « Eh bien, Nathan, on est encore en vacances ? Dans mon bureau, faut que je vous dise un mot. » « Asseyez-vous. » J'obéis. « J'ai besoin qu'on reparte sur de meilleures bases, Nathan. Je suis assez content de votre job, mais j'aime pas votre attitude. J'espère que ces vacances, que je vous ai invité à prendre d'ailleurs, vous ont fait du bien. J'aimerais simplement que vous soyez un peu moins exigeant envers vous-même et surtout que vous commenciez à délivrer les livrables plus vite et que vous soyez moins sec avec vos collègues. J'ai eu le temps de parler avec chacun d'entre eux en votre absence et ils m'ont tous parlé de votre perfectionnisme. C'est bien de vouloir faire mieux. Mais, comme disait ma mère, le mieux est l'ennemi du bien. D'ailleurs, je trouve ça curieux que vous soyez en retard ce matin. Mais je ne vais pas vous le reprocher. J'aimerais aussi que vous partiez plus tôt, désormais. 18h, 18h30 max. J'ai besoin de vous sur le long terme, pas pour des sprints. Est-ce qu'on peut s'entendre sur ça ? Je regardais les cadres au mur, dont des photos du boss à des congrès. Je repense à mon premier souvenir perfectionniste. Quand j'avais mis en scène un personnage dans un bar, je voulais si bien faire que la première scène devait être un chef-d'œuvre. Résultat,
Le personnage ne sortit toujours pas du bar après 30 pages à 4. Mon roman devint indigeste au point de s'enliser. Je n'ai jamais terminé ce roman et je n'ai plus rien écrit depuis, sauf des articles pour mon job et ce journal. Le perfectionnisme, je ne sais pas pourquoi, me fait penser à un chien qui creuse sa propre tombe. Je regarde le boss à nouveau et lui dis « Pas de souci, monsieur. Tout ira pour le mieux désormais. » On échange une poignée de main. Je vais à mon bureau. Je suis assez fier de ma réponse au boss. Pour un perfectionniste, je trouve ça pragmatique et direct. Je consulte mes emails, réponds à des tickets, relance des clients. Je prépare des contenus, surtout des articles et des newsletters. J'aime mon travail, mais toute la journée, je ne fais que penser à la machine. Et si je suis capable de penser à la machine tout en travaillant, c'est peut-être que mon travail ne doit pas être très prenant. Avec l'IA, c'est même devenu plus facile. Et vu les dernières avancées, j'ai pratiquement pas à vérifier l'information que je lui demande. La machine ne fait pas d'erreur. Peut-être que ma machine à laver est une intelligence artificielle. Peut-être qu'elle a une conscience et une volonté propre. Peut-être que cette conscience s'est incarnée dans une machine à laver. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de courant. Je crois avoir une explication. Je vais tenter de lui parler. Elle doit pouvoir envoyer un message, me répondre. Je plie mes affaires à 18h03. Je croise mon chef qui a un sourire sincère quand il me dit au revoir. J'ai presque de la peine à le faire disparaître. Mais quand je prends une décision, c'est définitif. Parfois, je me dis que je hais les hommes à cause de ce perfectionnisme, ou plutôt à cause du manque d'estime de soi qu'il y a derrière. Je ne sais pas trop. À vous d'y réfléchir. Quand je rentre chez moi, je pose un regard triste sur la maison du voisin. On dirait la maison Usher d'Edgar Allan Poe. Je vous avais dit que je vous ferais des références dans ce récit. Elle cache peut-être un mort-vivant, cette maison. D'ailleurs, où s'en vont-ils, celles et ceux que je fais disparaître avec le grand lavage? J'insère la clé dans ma nouvelle serrure, la plus chère du marché, et une idée jaillit. Et si je demandais à la machine de laver mon perfectionnisme? De laver mon âme du péché même? Soyons grandiloquents et exigeants. Je secoue la tête, comme pour dissiper l'idée. Non, trop dangereux. J'ignore encore trop de choses sur la machine. Il faut l'étudier, l'apprivoiser. Alors seulement je pourrai prendre ce genre de décision. Je referme derrière moi. Je viens de me souvenir qu'il y a un album photo avec Isa dedans. Ma grand-mère adorait faire des albums. Je pose mes clés, retire ma veste et vais dans le grenier les chercher. J'ai envie d'aller sur des sites pour adultes, mais je me retiens. Je sais que c'est la compensation quand je suis trop stressé. J'ai mis les albums photos dans des cartons. Les albums photos, c'est pas trop mon truc. J'en sors un, l'ouvre, puis le repose. Je cherche l'album avec Isa. Je crois l'avoir trouvé. Mais aucune trace d'elle sur les photos. Elle a disparu. Il y a toujours un espace vide là où elle aurait dû se trouver, comme dans Retour vers le futur. D'ailleurs, toutes ces refs à la pop culture commencent à m'incommoder sérieusement. J'ai l'impression que mon histoire est un amoncellement de clichés. Je commence à sentir le manque de profondeur. Je redescends. La porte du sous-sol est entr'ouverte. Je me rappelle l'avoir fermée. Faut que j'installe un cadenas ou une serrure. Plus prudent. J'ouvre. Ça grince un peu. Je descends lentement les marches. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Que je demande. Pas de réponse. Je ne vois personne dans les recoins sombres. Je pose un regard sur la machine. Il y a un vêtement qui déborde. J'allume la petite ampoule qui pend au bout d'un fil au milieu de la pièce. Je m'approche et saisis le jean. C'est le jean d'Isa. Mes tempes me font mal. J'ai la peau qui pique. Je déglutis, puis prends la chaussure dans le tambour. C'est les Nike de César.
Je commence à me sentir mal. Je recule, vais m'asseoir sur une des marches. La machine me nargue. Ah, elle me veut du mal. Non contente de faire disparaître les personnes, elle me rappelle leur disparition. Ah, elle veut m'envoyer un message, c'est ça. Peut-être me faire culpabiliser. À moins qu'elle veuille se servir des habits comme appât. Qu'elle veuille m'attirer à elle. Me dire de regarder dans le tambour, vous me suivez? Je pose les affaires par terre. Et je vais chercher la boîte à outils posée sur l'une des étagères. Je sors tout, et dans le vrac, je trouve un tournevis. Alors je vais d'un pas décidé vers la machine. Je vais l'ouvrir et voir à l'intérieur, comprendre ce qui la fait fonctionner. Je la pousse tant bien que mal sur le côté. Elle bouge de 10 petits centimètres à peine. Juste assez pour que je puisse placer le tournevis sur l'une des vis. Mais à peine ai-je commencé mon œuvre qu'elle se met à vrombir. Le tournevis tremble un peu, mais suffisamment pour m'empêcher de sortir la première vis. Puis le vrombissement est trop fort. Le tournevis sort totalement de sa prise et vient l'érafler sur 30 ou 40 centimètres. Je retente une fois, 2 fois. Rien à faire. Le son de la machine commence à me faire mal aux oreilles. Je sens un filet chaud en sortir. Je pose une main. C'est du sang. Merde. Faut que je renonce. Oh, elle vient de m'ôter l'envie de lancer le grand lavage. J'aurais bien nettoyé le boss de l'agence. Ce sera pour une autre fois. Je ramasse les affaires au sol, remonte les marches, le corps mou, vidé. La chaussure de César dans la main droite, le jean d'Isa dans la gauche. Je prends soin de refermer derrière moi. Je me sens trahi par la machine. Je me sens seul avec mon horrible conscience. Je vais à la cheminée. Oh, j'espère qu'elle aussi n'est pas hantée. Je jette la chaussure et le jean à l'intérieur, ils sont secs. J'ajoute des boules de journal, des pommes de pin. Je mets le feu et reste des heures à regarder les flammes. J'ai une douleur dans le front. Un céphalée de tension, un début de migraine peut-être. Oh, tout est confus. Je ne sais plus ce que je veux. Je veux faire le ménage, mais je ne sais pas quoi laver. Isa et César me manquent, c'est officiel. Même le voisin, avec sa petite bouille. C'était un gentilhomme. Pourquoi je l'ai fait disparaître? Je crois que j'aurais voulu que ce voisin me parle de mon grand-père, de la dispute avec ma grand-mère. Ah, la culpabilité commence à me ronger. Je ronge la peau de mes ongles. J'essaye de trouver un plan d'action. Je me dis que je pourrais peut-être rejoindre Isa et César. Passer le seuil. Il doit y avoir un moyen de revenir. Ah non, non, trop dangereux. Je dois en savoir plus sur la machine. Je dois comprendre d'où elle vient et son fonctionnement. Total, tous ses secrets. C'est un vrombissement qui me sort de mes pensées compulsives. Comme si le métro passait sous la maison. Je me redresse. Le feu n'est plus qu'un tas de cendres. Le mal de crâne s'est apaisé un peu, mais l'anxiété me gagne. Je me lève. Je vais dans le couloir. Il y a de la lumière sous le seuil. Ah merde. C'est une lumière bleue. Je n'ai lancé aucun programme. Du moins, je m'en rappelle pas. J'écris ces lignes à la va-vite dans un vieux cahier vierge, qui n'est plus si vierge. J'écris debout, courbé au-dessus de la vieille commode du couloir. Du coin de l'œil, je peux voir la lumière bleue. Des particules en suspension arrivent jusqu'à moi tandis que j'écris. Elles se déposent sur le mobilier, le sol, ma main. Sur la photo encadrée au-dessus de la commode, on y voit ma grand-mère posée seule. Elle a le bras tendu. Elle semble s'appuyer sur quelqu'un. Je fronce les sourcils. Je crois que cette photo, je la connais. Mon grand-père était sur cette photo, bon sang. C'était pour leurs 50 ans d'anniversaire, de mariage. Ah, mamie, qu'est-ce que t'as fait?
La machine commence à vrombir bizarrement. Normalement, le cycle est un peu plus doux. Oh, elle fait un sacré boucan. Faut que je l'arrête. Elle risquerait d'attirer tout le voisinage. Mais qu'est-ce que je dis? J'ai plus de voisins. Enfin si, mais loin. Bref, je sais plus trop ce que je dis. Je vais aller voir ce qu'il se passe. Je vais aller au sous-sol. Je reviendrai écrire ce que j'ai découvert. Mais là, faut que j'y aille. Ah, la machine fait vraiment un bruit bizarre. Bon. Faut que j'aille voir. Journal retrouvé au domicile de Nathan Washington. Posé sur la commode du couloir.